Alors, ceci étant, l'importance de l'accès à l'information à l'ère du numérique. Commençons par l'information. Il est vrai que le présentateur a souhaité que je me présente. C'est le professeur Bob Bouta-Kabateko. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis rattaché à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Mais je donne cours notamment à l'INIKIN où j'ai une charge importante, faculté de lettres et sciences humaines, d'autant plus que je suis le premier docteur en SIC de l'Ovanium, de cette faculté depuis qu'elle existe. J'ai refusé d'aller là-bas pour plusieurs raisons et je préfère plus me rattacher à l'ISES. Alors, je suis également spécialiste du numérique et de l'intelligence artificielle. Je crois que j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai beaucoup d'amis ici que je vois encore, et à la Banque mondiale. Et maintenant, je suis vraiment à disposition de l'État congolais pour participer à la formation de la jeunesse. Quand on parle de l'information dans l'approche de nous, comme informatologues, je prends la définition la plus simpliste. Une information, c'est un élément de connaissance susceptible de réduire l'incertitude, les quiproquos, la confusion. Je reprends. Une information est un élément de connaissance susceptible de réduire l'incertitude, la confusion et quiproquos. Donc de là, c'est même la problématique de la systémique du processus de communication, émetteur, récepteur, ainsi de suite. Mais au moins l'information, c'est l'émetteur, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit encoder les éléments qui se trouvent dans la société pour en créer une information. Et l'information a toujours existé depuis que l'homme est l'homme. Puisque depuis que l'homme est l'homme, il a toujours manifesté ce désir d'échanger, bien entendu, mais avant d'échanger, il faudrait avoir ce corpus informationnel. C'est la raison pour laquelle l'émetteur, dans l'approche du SIC, on dit que c'est lui qui gère le paradigme de l'information, alors que le communicateur, lui, gère le paradigme de la communication. Mais quand on parle de l'accès à l'information, là déjà, il y a une certaine institutionnalisation de l'information, dans la mesure où il y a la problématique de l'accès à l'information d'une manière formelle. Quoi donner, sinon quoi diffuser, quand, comment, où. C'est ça la vraie problématique de l'information, de la gestion de l'information. Et dans la gestion de l'information, il y a plusieurs aspects, mais ici, ce qui va nous intéresser plus, ce sont les aspects en rapport avec les droits et un peu de la logistique. Mais en ce qui concerne les droits, il y a ce qu'on appelle chez nous les droits à l'information, c'est-à-dire que tout citoyen, là, c'est l'information officielle publique, tout citoyen d'un État a le droit d'être informé sur tout ce qui se passe dans ou sur son pays. C'est très important. De toute façon, c'est lui le souverain primaire. On ne peut pas mettre en évidence cette souveraineté quand il y a les élections. Non, en réalité, c'est lui le patron. Et les autres ne sont que les serviteurs. Mais on a changé le paradigme puisque l'impérium, l'establishment devait effectivement tout arracher pour montrer qu'il est puissant. Alors, il y a la problématique liée au droit à l'information, ce que j'ai dit, cette capacité qu'a tout citoyen, et c'est aussi constitutionnel, de mettre à disposition du citoyen n'importe quel type d'information sur le pays. Mais on a dit oui, c'est bon. Mais il y a certaines informations qu'on ne peut pas livrer, d'autant plus qu'il y a tel aspect, telle justification, et ainsi de suite. D'où il y a les droits de l'information. Donc, en d'autres termes, les droits de l'information essaient un peu de cadrer les droits de l'information. Il est vrai que le citoyen aura droit à l'information, mais certaines informations lui sera données à un certain moment. C'est ce qu'on appelle en archivistique les délais de communicabilité des informations.
ou bien des documents d'archives. Pour illustrer ce que j'ai dit là, vous savez, avec cette génération de nos enfants, qui ne sont pas seulement androïdes, numériques, et ainsi de suite, mais il y a des faits anthroposociologiques. Vous savez, avec nos enfants, quand vous présentez à votre enfant que celui-là c'est ma cousine, c'est mon cousin, pour l'enfant c'est déjà le rejet. Puisque lui, il est dans l'approche occidentale de la chose, ne peut être membre de son père ou de sa mère que les frères propres à sa mère ou à son père. Quand on dit cousin, donc c'est le rejet. C'est ce qui fait que nos parents qui étaient plus intelligents plus que nous, là je confirme, puisque plus on avance dans le temps, plus l'homme devient de moins en moins intelligent. Je sais ce que j'ai dit, même si je suis devant les cognitivistes, je vais démontrer ça. Nous avons été éduqués chez nous, à l'époque, il n'y avait pas les notions de cousins, cousines. On nous présentait que c'était nos frères. Et on a évolué comme ça. Mais avec cette génération ici, de nos enfants, donc ça, en fait, s'explique combien la problématique des droits à l'information, droit de l'information. Il faut savoir quoi livrer. Nous, on a appris qu'à un certain âge, que celui-là, c'était pas vraiment le frère direct à mon père. Et c'était son cousin. Même pas son cousin, c'était l'ami à son ami, tout ça. Mais bon, c'était son frère. Et on l'appelait tonton. Même jusqu'à aujourd'hui. Mais avec nos enfants là, il ne faut pas le faire. Il faut gérer tout ça. Alors, en ce qui concerne la problématique des droits à l'information et droits à l'information, il y a effectivement la problématique liée à la classification et à la déclassification. Ça, effectivement, c'est un domaine nouveau, mais ça paraît nouveau. Mais si vous lisez la loi de 78 portant régime des archives, on parle de la déclassification des archives, mais c'était le président fondateur qui avait le pouvoir de faire ça. Puisque pour déclassifier ce qui a été classifié, il faudrait qu'il y ait l'autorité compétente, désignée par le texte. Mais chez nous, apparemment, bon, malheureusement, vous le savez très bien, on ne veut pas associer certaines compétences au nom de certains pseudo-arguments, puisque tout le monde n'est pas censé être militant d'un parti politique. Ce n'est pas que puisqu'on n'est pas dans un parti politique, qu'on ne peut pas travailler pour le pays. C'est vrai que sous d'autres cieux, les gens ont compris, quand il y a des réflexions, on associe tout le monde. Et c'est dommage, le jour où nous allons atteindre ce niveau-là, ce sera effectivement le début du commencement du développement de ce pays-ci. Mais en fait, un document d'archives est né classifié. Puisque quand chacun de nous rédige même sa petite lettre, en tout cas, ça ne peut pas être à la place publique. Donc c'est déjà classifié. Effectivement, les degrés de classification se diffèrent quand on est dans... quand il s'agit de personnes physiques ou personnes morales. Et même dans les personnes morales, il y a toute une nomenclature, à l'ère du numérique. C'est vrai, nous avons dit que l'information est liée non seulement à la condition de l'homme, à l'ontologie de l'homme comme être, à la psychologie de l'homme. Ça, c'est justement quelques textes, il y en a plusieurs sur le plan interne. Nous l'avons juste indiqué à titre informatif, pour que vous puissiez au moins avoir à lire les textes au niveau interne qui donnent cette possibilité de revendiquer ou de réclamer les informations. C'est-à-dire qu'avant même que la proposition de loi ne soit adoptée, donc chacun de nous peut utiliser ces textes nationaux qui donnent possibilité aux citoyens de revendiquer les informations dans tel ou tel autre domaine. Voilà les recours possibles à l'interne. Je crois que nous avons évoqué l'article 58 de la proposition. C'est comme ça que juste après, nous avons écrit bon à savoir pour justement dire les différents textes que nous avons évoqués à l'avant prévoient
dans quel cas vous pouvez revendiquer l'accès à l'information ou solliciter les données que vous avez besoin. Ça peut être dans le cadre minier, je ne sais pas dans quel secteur d'activité que vous œuvrez. Mais vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, d'actionner au regard du texte que nous avons listé là, de solliciter les informations. Et comme deuxième point, comme je le dis, nous savons tous qu'en droit, vous avez la possibilité de solliciter de l'autorité que vous voulez avoir l'information. Vous pouvez faire la demande, donc un recours préalable. Vous pouvez aussi solliciter auprès de celui qui est supérieur à celui à qui vous voulez solliciter l'information. Et dans le jargon technique, on appelle les recours hiérarchiques. Ou encore, vous pouvez aller auprès de l'autorité de tutelle. Dans beaucoup de cas, ce sont des ministres. Vous pouvez aller auprès du ministre pour solliciter aussi cette information-là, au cas où la personne concernée ne vous a pas délivré les informations recherchées. Donc c'est comme ça, ce sont des recours au plan interne que vous avez. Premièrement, solliciter auprès de la personne à qui vous avez besoin d'avoir les informations. Si la personne ne vous donne pas les informations, vous pouvez monter auprès de celui qui est supérieur à lui. En cas de refus encore, vous avez la possibilité d'aller devant l'autorité de tutelle pour solliciter des informations. Après cela, il y a le deuxième volet de recours, ce sont des recours juridictionnels. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier recours, qui sont dans beaucoup de cas les recours administratifs, ne peut être reçu par le cours des tribunaux de juridiction de l'administratif que si vous avez saisi au préalable l'autorité qui a rendu, à qui vous avez sollicité la décision ou les données. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez par exemple devant le Conseil d'État congolais parce que vous avez sollicité des informations auprès du ministre des hydrocarbures ou de secteur qui vous a pas donné l'information, si vous allez devant le Conseil d'État, on va vous exiger de brandir la preuve que vous avez saisi l'autorité contre qui vous contestez la décision. Ça, ce sont des recours préalables qu'il faut d'abord solliciter avant d'aller devant le Conseil des tribunaux. Ça, ce sont des recours au plan interne que vous avez en tant qu'organisation, vous avez besoin d'informations, comment vous pouvez l'actionner. Ce sont de simples lettres. Vous pouvez écrire pour demander des informations que vous avez besoin. Et encore comme un complément sur cet élément, c'est-à-dire que dans le recours que vous demandez, ou le données que vous avez besoin, il faut être clair et précis. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous avez besoin comme information? Parce que ce que vous demandez auprès de cette autorité-là, quand vous portez l'action devant le cours des tribunaux, vous ne pouvez pas sortir de votre cadre de demande devant l'autorité que vous avez demandé. Donc, vous êtes obligé, quand vous formulez la demande, d'être vraiment précis et concis dans vos questions, c'est que vous avez vraiment besoin comme élément. Et je parle multinational de développement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre du projet INGA, où il y a beaucoup de banques qui sont intervenues, que ce soit pour financer dans telle ou telle autre étude. Et si nous avons besoin d'avoir les informations auprès de ce banque-là, la première des choses qu'il faut avoir en esprit, de recourir d'abord au niveau des politiques internes. Chaque banque multinationale de développement, ils ont des politiques internes sur l'accès à l'information. Et nous avons pu faire cet exercice-là pour vous, de répertorier quelques banques avec leurs références de politique, parce que le travail aurait été mieux de vraiment donner tous les détails, mais faute de temps. Donc vous avez là quelques banques que nous avons répertoriées qui organisent des politiques d'accès à l'information. Donc quand vous entrez dans le portail de chacune de ces banques-là, vous avez tous ces éléments-là, les informations qui sont communicables, les informations qui ne sont pas communicables. Et comme dernier élément, nous avons fait le résumé, en fait, le résumé des différents recours qui sont organisés auprès de toutes ces banques-là. La première des choses qu'on a remarqué, dans chacune de banques, vous avez, d'abord on a pris le cas de la Banque mondiale parce que c'est vraiment un cas général, parce que quand on a fait l'analyse pour d'autres banques, on a remarqué que c'était pratiquement la même chose. Vous avez le comité de la banque qui est chargé de recevoir des réclamations ou de demandes. C'est comme une première instance. Si vous avez besoin de des éléments et que vous avez formulé auprès du directeur pays, par exemple, de la Banque mondiale, et qui ne vous a pas donné les informations, vous pouvez porter l'affaire devant le comité de la Banque mondiale pour solliciter l'accès à l'information. Et si le comité ne vous donne pas gain de cause, vous avez aussi la possibilité d'aller en appel devant le comité d'appel. Donc, le comité d'appel, comme ici, on a remarqué cela dans toutes les banques, ils ont ces comités d'appel-là. Vous pouvez aller pour solliciter également l'accès à l'information ou des données que vous avez besoin. Et comme dernier élément, bon, en savoir,
En cas de recevabilité ou du bien fondé de votre recours, il n'y a pas de dommages et intérêts pécuniaires. Ce que vous aurez droit, justement, c'est la réception des informations sollicitées. Donc voilà, en bref, ce que nous avons pu résumer comme recours, que ce soit au plan interne et au plan international. Merci. Merci beaucoup. Et je dois préciser que ça, c'est dans un contexte où il y a une disposition légale écrit un mécanisme d'accès à l'information. Un mécanisme de recours clair à l'heure actuelle. Il n'y en a pas. Comme le professeur le dit toujours, ça c'est une déclaration forte. Donc si quelqu'un peut avoir la bonne information,